Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales, décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et on parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. Le bien-être au travail est-il un enjeu pour le recrutement? C'est notre thème ce soir, c'est la question que l'on va se poser lorsqu'on parle de certaines tendances. Alors il y en a beaucoup, comme le développement du télétravail, c'est plus qu'une tendance, mais on y reviendra. Les difficultés de recrutement ou encore de ce phénomène, on en a déjà parlé, qu'est la grande démission, phénomène, grande tendance qui nous vient des États-Unis. On ne peut pas s'empêcher de parler de bien-être au travail. Un sujet, un concept qui peut paraître un petit peu flou, abstrait, contribuer au bien-être de ses salariés. Finalement, c'est quoi? Ce n'est pas que proposer des after-works ou bien installer une salle de détente et une table de ping-pong. Non, ça va plus loin que ça. Le bien-être au travail, c'est quoi? Comment les entreprises se préoccupent de ses salariés? Le bien-être au travail est-il un enjeu pour le recrutement? On va tenter de répondre à cette question avec nos invités que je vous présente tout de suite et avec vous évidemment au 0826 300 300. Sylvie Bracmont, responsable politique social RH chez Disneyland Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Julien Niquet, cofondateur, président d'Epsor, boîte d'épargne salariale. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Paul Pereira qui est avec nous, directeur d'agence chez Century 21 Pierre Immo. Bonsoir Monsieur Pereira. Bonsoir à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Jérôme, vous êtes d'accord? On va donner tout de suite la parole à Monsieur Pereira. On rend hommage ce soir. Et d'ailleurs, on dédie, c'est vrai voix de l'emploi, Laurent Vimon, le patron de Century 21, qui nous a quittés brutalement. On avait fait une émission, rappelez-vous, oui, tout à Jérôme, fait. et plusieurs avec Laurent Vimon. Et avec Laurent Vimon. Il va être question dans l'émission, mais je rentre pas plus dans le détail. Ouais. Laissons la place à cette petite dédicace liminaire. Mais il va être question d'apporter la démonstration que, comme la semaine dernière, on a illustré combien certaines entreprises étaient aptes à pouvoir s'engager en externe auprès d'une association pour une cause lorsqu'il y a une actualité brûlante comme l'Ukraine, et c'était le cas la semaine dernière. Un certain nombre d'entreprises sont aussi dans la capacité de pouvoir s'investir pour leurs salariés. En somme, qu'il n'y a pas deux mondes avec des méchants et des gentils d'un côté, le public et l'associatif d'un côté, et les entreprises. Qu'une entreprise, ça ne veut rien dire. Century 21, c'est pas un nom, c'est pas une personne. Derrière ce nom Century 21, il y a des noms. Paul Pereira et puis Laurent Vimon, qui sont juste des gens bien. En fait, il s'agit pas de tomber dans l'éloge complètement et la flagornerie complètement débile. Mais voilà, petit moment de dédicace pour ces gens bien, et laissons la parole à Paul. Alors Paul Pereira, qui était Laurent Vimon? Est-ce qu'on vous pouvez le qualifier en quelques mots, Paul Pereira? Oh là, c'est qualifié compliqué, Laurent, très compliqué. Oui. Bon, ce que je pourrais dire de manière résumée pour qu'on puisse visualiser sa manière de penser, c'est qu'il mettait l'être humain au centre de tout, que ce soit dans le travail, dans la manière dont était accompagné, formé, le collaborateur, mais a été recruté. Et, il cherchait des gens les personnes qui l'ont entouré, la garde la garde rapprochée, comme on dit dans le jargon, qui l'a constitué, sont des individus. Il ne recherchait pas forcément des CV, des individus. Et dans le business, pour dire un mot un peu pas forcément toujours très sexy, mais dans le business, sa préoccupation première, c'est de mettre le client au centre de tout. C'est-à-dire que la réussite financière n'était qu'une conséquence d'un acte qui était de mettre le client au centre de tout. Et c'était vraiment sa manière et de manager ces hommes, de transmettre ce message aux franchisés de la marque, mais également c'est son niveau d'exigence. C'est la satisfaction de l'être humain, quoi. Alors aujourd'hui, on parle, et cette émission est consacrée au bien-être au travail, à toutes ces entreprises qui font beaucoup pour leurs salariés. Comment lui, Laurent Vimon, a-t-il contribué au bien-être de ses salariés? Vous nous avez beaucoup parlé là de la préoccupation de sa clientèle. Comment était-il avec vous, tiens, Paul Pereira, avec ses salariés? Alors moi, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant 30 ans. Parce que c'est 30 ans que je fais ce métier, donc ça fait 30 ans que je connais Laurent, je l'ai vu grandir à mes côtés, moi de mon côté, lui du sien, moi avec beaucoup moins de talent que lui, mais toujours un message positif, c'est qu'on souligne la positivité des actions et pas forcément ce qui ne va pas, toujours un message d'encouragement, il n'y a jamais de problème et que des solutions, pour reprendre une de ses phrases fétiches, on va s'arranger, on va régler ça, toujours dans ce mode de fonctionnement-là, et toujours surtout une ultra disponibilité.
Et puis il faisait ce qu'il disait. Les engagements qu'il prenait, il les respectait. C'est un homme de parole et d'engagement. S'il prenait un engagement, on savait qu'il allait le tenir. Donc voilà. Vous restez avec nous, Paul Pereira. On va parler donc du bien-être au travail. C'est notre thème ce soir. Tiens, Jérôme Laverny, il y a quelques années, il y a même encore une dizaine d'années, on ne parlait pas du bien-être au travail. C'était pas une préoccupation des salariés, et surtout de la jeune génération de salariés. C'est un phénomène nouveau. Oui, tout à Jérôme. fait. Et puis tout d'un coup, c'est devenu très à la mode et mal à la mode, avec notamment des postes dans certaines entreprises de Chief Happiness Officer. Heureusement, pas traduit en français. Je ne sais pas comment il faudrait le traduire en français. Directeur de je sais pas quoi, intendant des menus plaisirs. On aurait peut-être dit sous Louis XVI ou Louis XV, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Donc c'est devenu très à la mode et on a rangé sur le concept de bien-être des choses qui rapidement sont devenues un peu ridicules, qu'ont raillé d'autres philosophes, Juliette Funès, avec les bonbons Haribo, les parties de baby-foot, etc. On a même demandé à l'entreprise tout d'un coup d'assurer le bonheur en entreprise. Et pourquoi faudrait-il le loger, le réduire simplement à l'entreprise? On a même demandé aux entreprises d'être morales, d'avoir une moralité en entreprise. Et encore un philosophe, André Comte-Sponville, s'est appliqué à démontrer que ça n'avait pas de sens, en tout cas tel qu'on le concevait. De façon plus prosaïque et vachement beaucoup plus simple, en fait. Aujourd'hui, l'idée, c'est simplement de démontrer qu'encore une fois, comme pour Laurent Vimont avec Century 21, derrière le nom d'une entreprise, il y a des individus, il y a des RH, il y a des directeurs de site, il y a des chefs d'équipe, des managers qui un temps, vont mener telle initiative, vont faire un plan, sans les grandiloquences non plus de grands groupes, parce qu'attention, il y a des grands groupes qui sont très forts là-dedans, dans le marketing, RSE, à force de création de fondations et d'autres, Citizen Day, voilà, je nommerai personne. Bref, non, là, pour le coup, parfois, ce sont des initiatives simples, l'achat d'un véhicule, l'adaptation d'un poste de travail pour une personne en situation de handicap, l'acceptation d'une candidature avec un profil qui, voilà, ne répondait pas forcément aux attentes, mais où tout d'un coup, on a envie de donner sa chance à un collaborateur. Personne n'a l'apanage du bien, de la bienveillance, de la gentillesse. C'est important de le dire dans cette période électorale où vraiment on entend parler, et on en reparlera avec nos fameux candidats et les programmes qui nous promettent monts et merveilles, combien les hommes politiques parfois se posent en grands procureurs, en gens qui admonent des leçons de morale, de bien-être, de bonheur, à force de promesses. Alors qu'en réalité, beaucoup d'entreprises n'ont attendu personne pour engager certaines initiatives qui, dans leur coin, isolément, sans forcément énormément de possibilités, même lorsqu'il s'agit de l'antre du capitalisme anglo-saxon. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas d'antre quelconque. Il y a des gens chouettes partout. Tout simplement. Tout simplement, un petit peu partout. Et aujourd'hui, allez, un petit coup d'optimisme après cette dédicace un peu funeste par rapport à Laurent Vimont, levons le voile sur ces belles initiatives. C'est vrai que je vous entends déjà dire mais c'est pas possible, des entreprises qui s'occuperaient bien de leurs salariés. Bah si, on va vous le prouver aujourd'hui qu'il y en a. Tiens, Sylvie Bracmont, juste avant de nous dire ce que vous faites vous à Disneyland Paris pour vos salariés, est-ce qu'on en demande trop aujourd'hui aux entreprises, aux RH? Il faut qu'on soit bien au travail, il faut pas qu'on travaille trop non plus, et puis il faut qu'on soit bien payé. Je pense, oui. Viens dans le micro, On fait reposer beaucoup de choses sur les entreprises. Effectivement, il faut qu'elles s'occupent de leurs collaborateurs, de leur bien-être, de leur santé, et puis effectivement qu'ils soient heureux, que tout se passe bien. Et effectivement, l'entreprise est là et aux côtés de ses collaborateurs, mais effectivement n'est pas toute seule non plus. Comme un État ne légifère pas le bonheur, une entreprise ne peut pas le décréter. Ni même l'imposer, ni même à force de rémunération. Une rémunération n'est pas la garantie parfois, et on le voit en ce moment, du bien-être. Et c'est un enjeu de recrutement formidable. Un DRH Group ici le disait il n'y a pas très longtemps. Oui, on peut attirer des candidats, et aujourd'hui c'est très difficile de le faire à force d'une rémunération juteuse, mais on n'en est plus là aujourd'hui. Alors comment vous faites, Sylvie Bracmont, pour répondre aux attentes de vos salariés, par exemple? Quelques exemples. Alors, quelques exemples. On a notamment un engagement très profond au sein
sein de l'entreprise, on l'a un petit peu évoqué sur toute la thématique du handicap. Effectivement, ça fait 30 ans. Donc l'entreprise va fêter son 30e anniversaire dans quelques jours, dans quelques semaines. Et effectivement, depuis le début, on a un engagement fort et profond. On dit que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise pour effectivement permettre à des personnes en situation de handicap de participer à la magie de l'entreprise et de permettre, quel que soit leur handicap, effectivement, de pouvoir travailler au sein de l'entreprise avec une équipe qui va s'occuper effectivement plus particulièrement de ses collaborateurs. Malheureusement, le handicap, ça peut surgir à n'importe quel moment de la vie. On a un petit peu moins maintenant grâce au progrès de la médecine des handicaps de naissance, mais j'ai un accident de voiture, une maladie, et effectivement, à un moment ou à un autre, je me retrouve diminuée. Mais c'est important, effectivement, de pouvoir compter sur l'entreprise pour... Vous les accompagnez, vous vous adaptez, en fait. On s'adapte, on fait un petit peu de la dentelle, on fait effectivement pas des grosses opérations, mais on va s'adapter individuellement aux personnes. On va effectivement aménager leur poste de travail, on va leur permettre de suivre une formation pour évoluer vers un autre emploi. On va effectivement les doter d'un scooter électrique pour effectivement un collaborateur qui a de plus en plus de difficultés de mobilité dans l'entreprise. Donc effectivement, on va s'occuper effectivement de l'individu, quel que soit effectivement son état de santé et les difficultés. Finalement, vous avez déjà reçu, mais j'ai l'impression qu'à Disneyland Paris, en fait, vous êtes une grande famille. Vous êtes une grande famille, vous vous soutenez, vous abandonnez surtout pas les membres de votre famille. Voilà, tout à fait. On est soudés, on est d'autant plus soudés. On a vécu, comme beaucoup d'entreprises, effectivement, la période de confinement. Effectivement, quand vous vous retrouvez à devoir fermer une entreprise et à dire à 16 000 collaborateurs que l'entreprise ferme de manière un petit peu rapide, eh bien, effectivement, pour autant, après avoir mis en place l'aspect, on va dire, très matériel, comment je vais payer mes collaborateurs ou choses comme ça, eh bien effectivement, on essaye de garder le lien social avec les collaborateurs. On essaye de garder l'adhésion, la collaboration, effectivement, parce que pour nous, c'est quelque chose de très très important. Jérôme, c'est une exception Non, c'est pas du tout une exception. C'est pas du tout une exception, mais c'est très important de le montrer dans une entreprise comme là. Parce que nous avons préparé l'émission et parce que nous préparons les émissions, il faut le dire à nos auditeurs. Je me fais le porte-voix. Madame Bragon dit scooter, mais non, il faut sortir cette anecdote-là. Entendons-nous bien, un scooter électrique ne va pas être acheté tous les jours par l'équipe de la mission handicap. Évidemment, ça peut pas être comme ça. Mais ça a été fait. C'est fait une fois. C'est fait de temps en temps. C'est un accompagnement d'une personne malvoyante qui va être autorisée à venir avec son chien, de ce que vous nous racontiez. Donc voilà, ce sont des gestes et des initiatives. Et encore une fois, faut pas en garder l'apanage de telle ou telle institution. Et c'est très bien de pouvoir communiquer dessus aujourd'hui. Alors, Julien Niquet est avec nous, cofondateur, président d'Epsor, boîte d'épargne salariale. On comprend tous ce qu'est une boîte d'épargne salariale. Il y a des entreprises, on en parle beaucoup, surtout lors des élections présidentielles. En ce moment, voilà, quand un scrutin approche, ça revient sur la table, les dividendes, l'intéressement. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'Epsor déjà et qu'est-ce que propose Epsor? Alors Epsor, on est une société spécialisée en épargne salariale et retraite. Et l'objectif, c'est de venir, on va parler d'épargne des salariés. On essaie de sortir de la dimension un peu technique de l'épargne salariale et retraite, où souvent les salariés peuvent être un peu perdus à ces sujets, pour remettre le salarié au cœur de la prestation et au cœur du service qu'on va apporter à l'entreprise. Donc on vient remplacer des solutions bancaires traditionnelles que les entreprises peuvent utiliser pour leur épargne salariale ou leur épargne retraite, pour apporter un conseil plus individualisé à l'épargnant et permettre aussi aux salariés d'investir dans une épargne plus compétitive et plus engagée. On parlait de RSE tout à l'heure. En l'occurrence, l'épargne est un sujet sur lequel il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses qui sont parfois dites, mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est ce qui se cache réellement sous le capot, et ça fait partie des sujets. L'épargne salariale, c'est l'intéressement? Non, ce n'est pas que l'intéressement. L'épargne salariale, peut passer par des primes. Nous, on va travailler sur les sujets d'épargne des collaborateurs, d'épargne salariale et retraite. Donc, on a plusieurs sujets. Il y a des plans d'épargne qui sont mis à disposition, et souvent, c'est alimenté soit par des primes d'intéressement, des primes de participation. L'intéressement, on en parle beaucoup. Participation aussi, beaucoup dans la cadre de la campagne présidentielle. C'est un sujet qui fait consensus, en fait, souvent sur la classe politique. Et on est aussi présent sur les sujets d'épargne retraite. Donc, comment l'entreprise va permettre de préparer le départ à la retraite du collaborateur avec des dispositifs de cotisation obligatoires, par exemple, qui peuvent être versés tous les mois, tous les trimestres par l'entreprise pour les salariés. Donc, c'est souvent des dispositifs qui sont
facultatif pour la plupart, sauf la participation. Et donc nous, on vient accompagner les entreprises, soit pour mettre en place, soit pour mieux valoriser ces sujets-là. Ce sont des sujets importants en termes de budget, en termes de politique salariale, et nous, on vient aider l'entreprise à mieux valoriser sa politique salariale. C'est essentiellement, on imagine, Jérôme, que ceux qui font appel à Epsor, ce sont des grands groupes. J'imagine mal des petites PME, non, pas forcément. Non, justement. Ah bon non, alors, juste, oui. Pas uniquement. Pas uniquement. Pas uniquement. On est à la fois, on accompagne des entreprises, on n'accompagne pas encore Disney, mais on sera ravis, on sera ravis de le faire bientôt. Mais on accompagne aussi, on accompagne de la TPE à la grande entreprise, toute entreprise. Oui, alors là, pour le coup, je me fais le porte-voix d'une TPE qui ne peut pas être présente aujourd'hui, où j'ai entendu le patron, c'est un petit artisan, qui disait, voilà, j'ai un apprenti, il a fini son apprentissage, mais si je le laisse aller sur le marché du travail, je sais que ça va pas aller. Donc, je vais le garder encore un petit peu, même s'il n'est pas tout à fait efficace. Ça, c'est un geste. Ne tombons pas dans une perspective irénique qui serait complètement opposée à des critiques acerbes à la vraie ces entreprises. Mais voilà, ce sont des petits gestes. On le disait déjà la semaine dernière, dans humanitaire, il y a déjà parfois le mot se taire et pas de grandiloquence. Et puis, il est précieux aussi d'imaginer l'humanitaire sans forcément un H majuscule, mais des petits H minuscules qui, d'action en action, d'initiative en initiative, parfois émanant d'individus, parfois émanant d'une entreprise, d'un service, eh bien, portent des fruits très précieux dans la vie quotidienne de Pierre-Paul Jacques, de XYZ. Ouais. Allez, les vraies voix de l'emploi reviennent dans quelques minutes. Restez avec nous, avec Jérôme Laverny, mais aussi avec Sylvie Bracmont, Julien Nick et Paul Pereira. Le bien-être au travail est-il un enjeu pour le recrutement? On poursuit le débat dans un instant. Restez avec nous. À tout de suite. Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, avec Sylvie Bracmont ce soir, responsable politique sociale RH chez Disneyland Paris. Julien Nicky est avec nous, cofondateur, président d'Epsor, c'est une entreprise d'épargne salariale. Et Paul Pereira, directeur d'agence chez Century 21 Pierre Immo. Le bien-être au travail est-il un enjeu pour le recrutement? On continue d'en débattre jusqu'à 20h. Jérôme Laverny, on disait tout à l'heure que c'était... Finalement, alors c'était une tendance, le bien-être au travail, on le demande. C'est aussi générationnel. Oui, tout à fait. La jeune génération le demande plus que, j'aime pas ce mot, les seniors, mais que les 40, 45, 50 ans. Oui, je pense qu'aujourd'hui, dans cette perspective de sens du travail qui est fréquemment évoquée depuis notamment la crise du Covid avec beaucoup plus d'acuité, et qui parfois est un peu flou, le bien-être au travail au sens de ressentir que dans une entreprise, on fait des choses cool, on fait des choses chouettes, on fait des choses qui servent, que ce soit pour le développement durable, l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap, les inégalités, mais vraiment du concret, pas du bullshit de réunion, ni de grand-messes où il se passe rien derrière. Je pense que c'est important pour un certain nombre de jeunes salariés. Les choses bougent. Alors, même si, on le disait aussi au début de l'émission, il y a eu cette mode de bien-être avec les Haribo, les machins, et tout d'un coup, des RH qui s'imaginaient qu'il fallait faire mumuse à leurs salariés. Et de l'autre côté de la barrière, que des pouvoirs publics se sont érigés un petit peu en grands juges. D'ailleurs, il y a un concept qui est assez rigolo, celui de l'économie sociale et solidaire, qui est en vogue, qui est complètement institutionnel, officiel, depuis quelques années aussi. C'est assez récent aussi, mais c'est assez emblématique de ce que je disais tout à l'heure. Et donc, c'est pas caricatural. Ceux qui nous écoutent, l'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire, dans lequel on range tout un tas d'entreprises à coût de X millions de salariés, X pourcentage de l'économie. Mais c'est très bizarre quand même comme concept, parce que s'il y a une économie sociale et solidaire avec des entreprises qui correspondent, qui sont pas quand même dépourvues d'intérêts financiers quand même, c'est pas des ONG. Blablacar, c'est pas une ONG. Ça laisserait entendre qu'il y a une économie pas sociale et pas solidaire. C'est trop marrant comme truc, parce que par voie de symétrie, alors on aurait des gentils et puis des pas sociaux, des pas solidaires, des vraiment pas gentils. Or moi, il se trouve que j'ai croisé une multitude de gens qui, dans une boîte, des RH, DG, directeurs de site, managers, chefs d'équipe, salariés, faisaient les choses bien. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on tient Monsieur Pereira sous la main, PME, allons-y. Alors,
Paul Pereira, comment ça se passe à Century 21 ? Est-ce que déjà, vous, puisque vous y êtes depuis une trentaine d'années, si j'ai bien compris, comment ça se passe par exemple au niveau du recrutement ? Est-ce que vous confirmez que ces jeunes ou moins jeunes vous posent certaines questions en rapport au bien-être pour voir si oui ou non ils vont répondre à la positive à votre offre d'emploi ? Est-ce que vous le voyez, ça vous le constatez depuis quelques années ? Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que disait Jérôme Laverny. C'est parce qu'on met un baby-foot dans une pièce avec 3 coups qu'on va décréter que le bien-être est à l'entreprise. Non, aujourd'hui, lorsqu'on fait un entretien de recrutement, tout d'abord, on est vraiment plus on doit choisir un candidat, mais aujourd'hui, le candidat recrute son recruteur. C'est-à-dire le candidat recrute son entreprise. Et dans les échanges avec l'entreprise, il y a, première question, quelle est l'ambiance ? Comment ça se passe ? Quels sont les avantages de venir travailler ou collaborer avec mon entreprise ? Toute cette notion de ressenti, on est plus sur l'émotion que sur la tâche en elle-même, est aujourd'hui au centre même des questionnements et des recherches. C'est-à-dire que les rôles sont inversés, c'est de plus en plus le recruteur qui espère séduire le salarié ? Parfois, c'est un peu ça, ouais. Dans des branches un peu concurrentielles où le candidat a le choix de l'entreprise, oui, le recruteur doit s'adonner un métier de séduction. Alors, Julien confirme. Oui, je confirme complètement. On est aujourd'hui dans une guerre des talents et en fait, dans cette guerre des talents, en fait, l'entreprise, le sujet du bien-être vient aussi sur du bien-être financier, du bien-être plus global du collaborateur, et aujourd'hui un sujet d'actualité parce que les entreprises sont engagés dans une guerre des talents. Il y a une difficulté à recruter les bons profils et donc pour être aussi en capacité de les attirer, il faut être capable de pouvoir proposer mais pas uniquement des avantages financiers. Il faut aussi être capable de proposer une culture d'entreprise, de proposer, vous parlez tout à l'heure de famille, mais en tout cas d'être capable de proposer des valeurs. En tout cas, c'est des questions qui sont aujourd'hui très souvent posées en entretien sur c'est quoi les valeurs de l'entreprise, dans quel état d'esprit finalement dans quel état d'esprit je vais m'intégrer en fait. Et donc là, c'est des éléments qui sont évidemment. Mais alors, Sylvie Bracon, ça concerne, vous parliez de guerre des talents, ça concerne pas tous les métiers, ça concerne pas tous les profils. De qui on parle quand on parle de guerre des talents ? Quel est le profil de ces personnes, de guerre des talents, on va être sur des métiers très spécifiques. Alors nous, ça peut être par exemple tous les métiers de la restauration, où effectivement, je pense comme toutes les entreprises, on rencontre un certain nombre de difficultés, où ça va être des métiers plus pointus, du digital ou de la data, où là, effectivement, on va être sur des profils un peu différents, mais où effectivement, les gens ont besoin de sentir que dans l'entreprise, il y a autre chose qu'un travail, parce qu'au départ, ils viennent quand même pour un travail, mais qui vont trouver effectivement une bienveillance, ils vont trouver un cadre de travail qui va leur permettre effectivement de s'épanouir ou de travailler effectivement dans de bonnes conditions et dans un climat qui va effectivement être favorable à leur développement et trouver aussi quelque chose qui est très important, le fameux équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Voilà, qui effectivement, on en a beaucoup entendu parler. Alors ça c'est depuis 2 ans, Jérôme. Voilà, depuis le Covid. Il faut voir aussi dans cette aspiration de bien-être, pas forcément une velléité de tous les candidats à faire des actions sur le développement durable et RSE, etc. Oui, il y a un rapport au travail qui a beaucoup évolué aujourd'hui, dans les horaires, dans la conciliation de la vie privée et de la vie perso. Il y a un rapport au travail, il faudra qu'on y consacre une émission entière parce que le sujet est passionnant et on pourrait en faire de multiples, qui a beaucoup évolué. Oui, effectivement, moi je raillais un jour un cabinet droit du travail avec des avocats en droit social qui sont sans doute les pires employeurs de la Terre, parce que c'est vrai que dans un certain nombre de cabinets d'avocats, il est de bon ton de ne pas partir avant 19h, 20h, 21h, etc. pour faire démonstration que quand même si on a commencé à 11h du matin, vous voyez, il y avait une espèce de mode comme ça, et ça pour le coup ça bouge beaucoup et c'est pas mal aussi. Alors il y a les mauvaises aspirations, c'est-à-dire trop d'exigences de certains candidats peut-être, trop de façon trop directe dans les conditions, mais après tout les choses bougent et il faut s'en féliciter quand même. Tiens, comment vous voyez, ça a beaucoup changé depuis quelques années, surtout depuis 2 ans avec la crise sanitaire. Comment vous voyez le rapport ce rapport au travail? Allez, d'ici une dizaine d'années, on va faire un petit tour de table, Julien Niquet, ça va beaucoup changer évidemment. Moi, je suis assez convaincu que le travail reste un facteur. Télétravail déjà. Le télétravail. Oui, alors le télétravail et le travail aussi, oui. Alors le télétravail en particulier, je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup. Le confinement a complètement fait exploser les codes et a fait faire un bond en avant à l'ensemble des entreprises sur ce sujet-là. Je pense qu'aujourd'hui on va vers
Et c'est d'ailleurs parfois plus compliqué pour les équipes RH. On est souvent sur des modèles hybrides où finalement il faut être capable de s'adresser. On va sur une individualisation la plus forte possible de l'expérience collaborateur. On parle de plus en plus d'expérience collaborateur. Du coup, c'est individualisé. Et sur le télétravail, il faut aussi s'adapter aux besoins des salariés. Il y a des salariés qui sont ravis d'être en full télétravail, d'autres pas du tout. Et donc il faut être capable d'avoir une promesse employeur qui permet d'attirer et aussi de retenir les gens qui sont. Sylvie Bracmont. Vous êtes d'accord avec Julien ? Tout à fait. Effectivement, le Covid a complètement modifié les choses sur la partie télétravail et on va avoir effectivement des salariés qui vont être très heureux en 100% télétravail, d'autres pas du tout. Donc, faut trouver effectivement le juste équilibre et puis leur donner la souplesse nécessaire, souplesse qui peut aussi varier en fonction des temps de vie et des temps effectivement de perception. Donc, effectivement, c'est ça. Moi, j'ai un ami qui a démissionné parce que justement, son entreprise ne lui proposait pas du 100% télétravail et il l'a trouvé ailleurs. Mais moi, pour conclure, Jérôme, je nourris l'espoir qu'il y ait donc une conception plus sage, plus pragmatique, plus simple, plus réaliste, en rétablissant aussi des aspects comme la pénibilité. C'est normal de faire des choses pénibles. On voit tellement, moi, ça me fait beaucoup de peine quand je passe devant des salles de sport, des gens qui suent sur des vélos qui ne bougent pas et qui se mettent encore plus pour suer encore davantage. On accepte une pénibilité dans le sport à laquelle on n'est plus apte à pouvoir se plier dans. Eh bien non, il y a un rétablissement avec des choses simples. Donc il y a des aspects négatifs. Il faut un parcours un peu pénible pour accéder à une certaine aisance, pour accomplir un travail, créer des choses, et puis ne pas renoncer néanmoins, ne pas tomber dans le confort, de renoncer néanmoins définitivement au confort aussi de sa vie privée. Merci Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, Paul Pereira, directeur d'agence chez Century 21, Pierre Immo, Sylvie Bracmont, responsable politique social RH chez Disneyland Paris, Julien Niquet, cofondateur, président d'Epsor, c'est une boîte d'entreprise salariale. Dans quelques minutes, le Loft Music.